Ce soir, nous accueillons Madame et professeure Janine Moukaminega, qui est à ma gauche, mais qui est à votre droite pour l'écran. Janine, vous êtes docteur en sciences bibliques. Vous êtes actuellement professeur d'Ancien Testament à la faculté universitaire de théologie protestante à Bruxelles. C'est ça. Vous êtes aussi membre de l'équipe conceptrice et fondatrice du centre CARES, Center for Afro-European and Religious Studies, toujours à Bruxelles. Oui. Votre travail de recherche s'oriente vers l'exégèse biblique et une herméneutique critique dégagée d'une lecture eurocentrée. Vous nous en direz quelques mots tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. À ce sujet, vous avez publié plusieurs articles, dont Le prophétisme biblique et la diversité culturelle, en 2024, donc l'an dernier, dans les cahiers bibliques Foi et Vie. Vous publiez aussi autre chose, et vous avez publié en 2012 chez l'Harmattan Lettres aux immigrés de tous les temps, réouverture de la lettre aux exilés du prophète Jérémie. Oui. Et la même année, chez Clé à Yaoundé, vous avez publié Sur les traces du divin qui se dévoilent, lecture pluridisciplinaire d'un récit de vision et ses interprétations juives et chrétiennes. Vous étudiez aussi, bien sûr, le concept d'afropéanité qui nous réunit ce soir. Vous étudiez son émergence, ses figures porteuses, son développement, sa diversification et aussi ses théories explicatives. Surtout. Le DEFAP vous remercie d'avoir accepté de nous présenter ce concept d'afropéanité. Nous avons évidemment beaucoup de questions auxquelles votre intervention apportera des réponses, nous n'en doutons pas. C'est pas certain. On va échanger. On va échanger. En tout cas, les questions qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la genèse de ce concept, son développement, les vastes champs de recherche qu'il pourrait ouvrir, quel imaginaire nouveau pourrait-il susciter dans les relations entre l'Europe et l'Afrique? Comment ce concept peut-il interroger les communautés chrétiennes? L'afropéanité transforme-t-elle les dynamiques religieuses, ecclésiales et spirituelles? La parole est à vous pendant environ 45 minutes, dans un premier temps. Et ensuite, c'est le principe, nous ouvrirons un temps de débat et de questions-réponses avec l'auditoire de vive voix, pour ceux qui sont là, il y a quelques personnes ici, ou à travers le chat. Et avec vous aussi, vous pourrez à ce moment-là ouvrir vos micros pour poser les questions. Et côté organisation, nous garderons quelques minutes pour la fin, 5 minutes environ, pour conclure et ouvrir des champs peut-être plus larges. Merci Janine, la parole est à vous. Merci Jean-Pierre. Je vous remercie aussi de m'avoir invité et de m'avoir donné cette opportunité d'échanger. Je voudrais un tout petit peu corriger quelque chose. Bien sûr. Je ne suis pas ici comme spécialiste de l'afropéanité, mais comme plutôt, je dirais, une chercheuse qui voudrait s'investir davantage dans la recherche concernant ce concept et je dirais les gens, le groupe de personnes que ça concerne. C'est tellement complexe, c'est tellement interculturel, interpersonnel, qu'on ne peut pas prétendre avoir une parole de spécialiste dans ce genre de choses. Ainsi, je vais juste partager avec vous quelques grandes lignes, et ces grandes lignes se divisent en deux parties. Et la première partie, elle concerne le concept lui-même, le concept d'afropéanité. Je vais dire quelques mots sur son émergence, sur ses évolutions, ses promesses, mais aussi les objections qu'on formule autour de ce concept. Dans un deuxième temps, j'aimerais bien
interroger le même concept et les réalités qu'il convoque dans le cadre du christianisme européen. Et donc, vous aurez compris que c'est une thématique extrêmement complexe et large qu'on ne peut pas prétendre l'épuiser dans quelques minutes qui nous sont attribuées. L'afropéanité, de quoi s'agit-il? L'afropéanité, c'est un concept émergent qui prend acte de plusieurs phénomènes dans le vécu des Noirs européens. Parmi ces phénomènes, on peut noter le fait que l'ascendance subsaharienne est réduite au phénomène du phénotype noir. On peut noter le fait que ce phénotype l'envoie aussi à un héritage d'une minorité invisibilisée dans l'espace européen. Ça renvoie surtout à une mémoire polluée. Vous aurez compris qu'il s'agit de l'histoire, c'est-à-dire de la colonisation, mais aussi de la traite négrière. Ce phénotype noir n'arrive pas à se départir de cette histoire et ça poursuit toute personne qui évolue sur le continent européen. Il s'agit aussi d'un groupe qui est, ce qui est paradoxal, invisibilisé malgré son phénotype visible à chaque coin de l'œil. C'est donc un cas d'intersectionnalité tellement complexe que non seulement une présentation ne peut pas l'épuiser, mais aussi la réalité que le concept couvre n'est pas épuisée dans les présentations culturelles, dans les projets de société, sur la scène publique, encore moins dans le monde académique. Le terme afropéen, d'où découle la notion d'afropéanité, est donc un néologisme qui prend ses racines dans un mot, afropéa, A-F-R-O-P-E-A, qui a été introduit par un musicien, David Byrne, dans les années 90 et qu'il a introduit sur son site, son label Luaka Bop, là où il introduit la musique du monde. Sur ce label, Afropéa signifie quelque part un continent musical et culturel, mais aussi culinaire, qui est plutôt virtuel. Et sur ce continent virtuel, du fait de leurs rencontres, les irrémédiables altérations subies par les cultures européennes et africaines peuvent se croiser, se conjuguer et créer une nouveauté. David Byrne indique clairement pour lui que l'Europe, au niveau culturel, a été à son tour colonisée par les anciennes colonies, ce qui sera plus tard, évidemment, une critique. Vous l'aurez compris, dès qu'il est question d'espace géographiquement connoté, même virtuel, les colonisateurs ne sont pas loin. Et c'est ainsi qu'une partie des groupes noirs se sont appropriés ce continent virtuel et le mot afropéen est né par un groupe de musiciens, Zap Mama, qui est connu par beaucoup. Et dès 1991, Marie et Anita Dorn, de ce groupe Zap Mama, se sont attribué le terme afropéenne. L'apparition de ce terme afropéen est au féminin par des musiciennes
métisse, de père belge et de mère congolaise. Le concept est né donc dans les milieux musicaux sans qu'il y ait une théorie ou une réflexion identifiable, explicative ou même explorative. D'autres groupes, toujours dans le monde culturel et musical, se sont appropriés le terme. La liste commence à être longue. On peut noter le groupe Crash Crew. On peut noter aussi les Nubians qui ont reçu même un prix aux États-Unis en 1998. Johnny Pitt, qui est de père afro-américain, mais de mère anglaise, a fait le tour des grandes villes de l'Europe pour se rendre compte de la condition afropéenne. Et donc, il nous a laissé un livre qu'il a publié en anglais et qui a été traduit en français en 2020. On peut lire tout ce qu'il découvre du vécu de ce groupe qui se reconnaît comme afropéen, mais cette reconnaissance n'est pas totale et n'a pas été immédiate. À ma connaissance, le concept et ce qui le couvre n'a été théorisé qu'en 2020 par la romancière Leonora Miano, par son essai qu'elle a intitulé Afropéa, un essai et une utopie post-occidentale et post-raciste. Avant cet essai, la même Leonora Miano avait déjà traité le sujet dans plusieurs de ses ouvrages, comme Afropean Soul de 2008, comme Écrit pour la parole de 2012 et Habiter la frontière également de 2012. Elle formule une définition qui est devenue passe-partout et elle dit ceci. Est dite afropéenne toute personne d'ascendance subsaharienne née ou élevée en Europe. Les concernés sont avant tout dépositaires d'un vécu européen. C'est en Europe qu'ils ont passé les années de formation, celles de l'enfance et de l'adolescence, dont on connaît l'importance pour la structuration de la personnalité. Contrairement à leurs ascendants, ils ne connaissent que la vie en situation de minorité, l'existence dans un espace rétif à se reconnaître entre eux. Vous aurez compris une partie de la mission de ce concept et surtout les projets des personnes qui se sont emparées de cette réalité. Miano fait remarquer que le transfert du mot afropéen vers afropéen apporte deux nouvelles significations et nous sommes déjà dans l'évolution du concept. On passe du virtuel au concret, la réalité vécue par les Européens d'ascendance subsaharienne. Notez le fait qu'on évite le mot noir. L'afropéen désigne une identité, une ethnicité inconnue jusqu'alors et qui n'est liée ni à un territoire, ni à un peuple, ni à une nation, parce que la terre de cette nouvelle ethnie, elle est mentale. C'est une identité quelque part transgressive. Il s'agit d'un terme avec un contenu, vous l'aurez compris, à la fois explosif, mais aussi porteur d'espoir inédit. Ici se trouve
une des difficultés de ce concept et des réalités qu'il convoque. On a un désir, on veut habiller ce concept d'un désir de non-distanciation des uns et des autres. Est-ce possible? Explosif, pourquoi? Parce que le concept convoque en même temps la question branche, qui est une question impensée jusqu'à présent. Et cette question branche, elle est en face de la question noire. La condition branche et la condition noire sont face à face. Je m'inscris volontiers dans la plupart des propositions de Miano et je compte vous proposer un peu plus loin quelques aspects ou quelques facettes de cette condition afropéenne. À part cette théorisation de Miano, on a aussi des travaux qui nous viennent du monde académique, comme un cycle de conférences afropéens qui a été institué en 2006. En 2022, cette conférence a été tenue à Bruxelles et en 2024, elle a été tenue en Espagne. Mais il y a aussi d'autres chercheurs, surtout des chercheurs dans le domaine de l'histoire, qui s'emparent de cette réalité ou de ce concept sans en faire un centre de leur recherche, mais un des pôles de ce qu'ils travaillent au niveau de l'histoire. Je peux noter à titre d'exemple Mabula Sumaolo, Ndiaye Pape, qui ont aussi touché à cette question d'afropéanité. Quand on convoque toutes ces réalités, on se rend compte que l'explosion du concept est plus vaste qu'on ne le pense. Les développements vont réinterroger les concepts qui étaient même travaillés depuis pas seulement des décennies, mais aussi des siècles, des concepts comme l'identité, comme la nation, qui est liée à un territoire, comme l'appartenance. Quel est le lien entre appartenance et identité si on considère le côté individuel ou le côté communautaire? Et le concept convoque aussi d'autres notions qui sont moins travaillées, comme la notion d'invisibilisation d'un groupe, d'une population. Donc, ce qui devient un problème systémique, donc institutionnel ou sociétal, tous les mécanismes qui sont mis en jeu pour rendre invisible un groupe donné. Et dans le cas des Afropéens, Miano précise une chose qui me semble assez essentielle, c'est que dans l'espace européen, on peut raconter l'histoire de l'Europe, de la communauté qui évolue, des communautés qui évoluent en Europe, sans faire appel ou sans même penser à la présence afropéenne, comme si ils n'existaient pas, alors qu'ils sont dans tous les coins de la rue. Tous ces lieux d'expression publique, tous ces questionnements témoignent d'une chose, il s'agit d'une identité dont aucune société adaptée n'a été conçue. Et là est le côté créatif, plein d'espoir. Ce groupe est appelé à inventer, à se faire voir, autrement dit, à créer pour sa propre visibilité et pour son existence réelle. Ils n'ont pas d'autre choix.
que de se faire voir, de se laisser exister ou d'imposer leur existence. Il s'agit donc ici, si on résume un peu, d'une histoire de conquête, une conquête de la dignité et de l'estime de soi, une conquête de l'espace de visibilité, une conquête de passer d'une minorité à une réalité agissante qui participe aux évolutions, aux réformes et aux changements de l'espace social où il se trouve. Celle qui a théorisé ce concept précise aussi deux choses qui me paraissent importantes à souligner. Dire afropéen, c'est différent de dire afro-XY, afro-américain, afro-brésilien, mais c'est aussi différent de dire comme elle travaille à partir de la société française, elle dit que dire afro-français, ce n'est pas dire afropéen. Dire sénégalais français ou français sénégalais, ce n'est pas dire afropéen. Donc l'afropéen est autre. C'est un groupe de gens qui se reconnaissent juste parce qu'ils sont partout sur le continent européen, ils sont reconnus comme noirs. Seule cette connotation de la couleur de leur peau les identifie indifféremment du fait qu'ils viendraient d'Italie, de la Belgique, de la France ou de l'Allemagne. Vous aurez compris qu'il s'agit ici d'un projet politique. Et Léonora Miano ne s'en cache pas. Elle précise qu'il s'agit bel et bien d'un projet politique. Et elle donne un contenu à ce projet politique. C'est tout un bouquin. Je vous l'amène à la lecture de ce petit bouquin, Afropéa. Je ne prétends pas à donner tous les éléments qu'elle va détailler dans son essai, mais j'en ai choisi 4 comme articulation de ce projet politique. Le premier ou la première articulation, elle concerne même la partie afro qui viendrait de l'Afrique. Or, le terme même Afrique est à questionner. Elle pose une question cruciale. De quoi ou de qui l'Afrique est le nom? Elle indique qu'elle n'est pas la première ni la dernière, que l'Afrique, le mot ou le nom Afrique qu'on a donné au continent, a été donné de l'extérieur. Et donc avec un contenu, un regard qui n'est pas interne. Et c'est la même chose avec le noir ou la négritude, même si il y a une grande littérature à ce niveau-là. Celui qui habite le continent qu'on a appelé Afrique ne s'est pas connu lui-même comme africain ou comme noir. Ce sont des choses qui lui ont été imposées et qui sont venues quand il a fait la rencontre de l'autre qui, lui, s'est donné le nom de blanc. Donc, le mot même afro est à questionner avant de s'identifier comme tel. Et afropéen, on insiste aussi là, c'est plutôt Pitt qui insiste là-dessus aussi. C'est différent de dire afro-européen. Mettre le trait d'union ou retirer le trait d'union, ça change quelque chose. Pour Pitt,
centre d'union, on est intégral. On se sent compris. On n'est pas un assemblage de morceaux. Je l'ai aimé, je ne sais pas si j'ai un peu de temps. Oui, oui. Ok, donc je l'ai aimé vous lire ce que Pete nous écrit ici. Je vous ai dit qu'il a visité les grandes villes européennes et sa visite de Rome, il nous donne ceci. La manifestation du pouvoir divin à travers l'esprit et la main des hommes, en l'occurrence le chef-d'œuvre peint par Michel-Ange sur la voûte de la chapelle Sixtine, m'a rempli de fierté à l'idée d'appartenir à une humanité capable d'une telle prouesse. Mais en même temps, je mesurais que j'étais bien en dessous de cette humanité. Comme le reste des œuvres d'art exposées dans la Cité du Vatican, elle est représentée uniquement et avec une farouche détermination la race blanche. Un univers empli de chair rose et d'efflorescences d'or resplendissant. Telle qu'elle avait été peinte, il était virtuellement impossible de distinguer les personnages les uns des autres. J'étais en train de me promener sous ces pinacles merveilleux, sous la magnificence que toutes les sources d'autorité officielle m'ont appris à célébrer enfant. La crèche, mon école, mon église, les musées ou les galeries d'art, et sans nul doute, cette fresque avait quelque chose de bouleversant. Ses goûts esthétiques avaient laissé en moi une trace si profonde qu'au moment où je me trouvais face aux divers portraits de ce blanc, aux yeux bleus et à la longue barbe qui flottait au-dessus de la nuée, j'ai su avec certitude que non seulement cet homme est blanc, homme H en majuscule, était celui que l'on appelait omniprésent, O en majuscule, le Tout-Puissant, l'Éternel, celui qui a créé la vie, Dieu. C'est exactement ce même Dieu auquel, tout petit, j'adressais mes prières. Ce Dieu que j'avais essayé de dessiner à l'âge de 5 ans, lorsque ma maîtresse d'école primaire m'avait donné comme devoir, en guise de punition, de représenter le ciel. Celui-là même que je contemplais toutes les fois que je m'endormais. Je suis entrée dans la chapelle Sixtine pour y découvrir l'image probablement la plus célèbre dans toute l'histoire de l'humanité de ce Dieu de race blanche, sur la fresque de Michel-Ange, le créateur d'Adam. C'était un portrait de la naissance de l'humanité qui découle de l'index de Dieu. On y voyait 2 hommes blancs, Adam et Dieu, avec leurs barbes au fil d'argent, entourés de chérubins aux cheveux blonds. J'y ai reconnu l'essentiel de ce qui m'avait été inculqué et comment j'avais été conditionnée du point de vue social. Fin de citation. Et ça, c'est Pitt qui nous indique une partie de ces remarques, de ses découvertes dans sa tournée du monde européen noir. Deuxième aspect de cette politique, de ce projet politique, c'est qu'avec Afropéen, on est dans ce qu'on peut appeler une déracialisation de l'identité qui s'opère dans le monde. Et pour la petite histoire,
quand je préparais cet exposé, le mot déracialisé n'existait pas. En tout cas, n'est pas reconnu par les logiciels. Mais le mot racialisé y est bel et bien reconnu. Donc, il s'agit probablement d'une démarche qui est nouvelle aussi. Donc, ce sont des références culturelles qui constituent le terme afropéen, ce quoi il est un commencement de la post-occidentalité. Quand Miano parle d'occidentalité, il ne faut pas s'y tromper, elle ne confond pas l'Europe avec ce qu'elle met dans le terme occidentalité. Pour elle, c'est une posture qui a eu un commencement de l'histoire et qui ne peut pas se confondre avec le peuple ou les peuples européens euh, qui n'ont rien à voir avec cette posture qui est venue plus tard. Et elle explicite en disant que même la Chine actuelle, qui est devenue prédateur et se comporte comme l'Occident dont elle parle ici. Le troisième élément que j'aimerais souligner de cette politique, donc du moins des visées de ce projet politique, c'est que l'afropéanisme est une conséquence d'une course, d'une recherche, d'une quête, d'une existence niée depuis longtemps. Et le terme ou le projet compris dans ce terme propose une critique quelque part de la modernité occidentale en déconstruisant les emblèmes comme la race, le territoire, la nation, etc. Le dernier point que j'aimerais souligner, tout ceci n'épuise pas tout ce que Miano a mis en forme. Le dernier point, c'est qu'il ne faut pas noyer la question dans la problématique de l'immigration, mais plutôt de prendre le temps d'analyser, de vérifier, de mesurer les conditions de ce vécu afropéen comme tel. Évidemment, ce projet a son idéal que je vais lire pour éviter une possible trahison de Madame Miano. Je vais le lire en quelques mots seulement. Afropéen est un agent de liaison au sens positif du mot. C'est ce qu'elle peut représenter de plus noble. N'en faire qu'une expression supplémentaire de la douleur afrodescendante, la dévaluer. Ne l'apercevoir que comme une identité noire vécue sur le sol européen apporterait de l'eau au moulin des nationalistes culturels. Il n'y aura pas de retour vers une Afrique qui, non seulement n'attend personne, mais pour laquelle la couleur de la peau était marqueur d'appartenance fort insuffisant. C'est à partir de soi et de son lieu que chacun est invité à œuvrer pour transformer le monde. Ici, Miano est un peu fort optimiste. Elle se place au niveau universel. Si l'Afropéen veut créer, veut être différent et participer à l'évolution du monde, il doit se placer au niveau qui dépasse les cultures, qui dépasse les ethnies, qui dépasse les citoyennetés et qui va en profondeur de son existence. Donc, c'est à partir de son lieu et de son être qu'il doit participer à son changement du monde.
Et Mianon convie à toute personne qui se reconnaît ou qui aspire à se reconnaître afro-péen que pour corriger le regard de l'autre, il faut d'abord corriger le regard qu'on se porte à soi-même. Or, pour corriger ce regard qu'on se porte à soi-même, il faut réparer les blessures. Si les blessures ne sont pas réparées, le regard n'est pas corrigé de l'intérieur et le regard de l'autre n'est pas non plus corrigé. Afropéen, c'est en France le territoire mental que se donnent ceux qui ne peuvent faire valoir la souche française. C'est la légitimité identitaire arrachée et c'est le dépassement des vieilles rancœurs pour aller plus loin. C'est la main tendue du dominé au dominant, un geste qui dit qu'on se la libre parce qu'on accepte de libérer l'autre. C'est l'attachement aux racines parentales parce qu'on se sent le devoir de valoriser ce qui a été méprisé et parce que les charries, donc c'est-à-dire ces racines, et les charries aussi de la grandeur et de la beauté. C'est la reconnaissance d'une appartenance à l'Europe, mais surtout à celle de demain, celle dont l'histoire s'écrit en ce moment même. Elle espère que l'Afropéen participera à l'évolution de l'humanité et à revaloriser sa présence en Europe. Et elle espère que ce changement pourra apporter effectivement la fin d'une occidentalité qui est vue comme une prédation et une volonté de domination qui est aux antipodes de ce qu'on pourrait appeler le pouvoir. Puisque le pouvoir, c'est illuminer l'autre, c'est tendre la main à l'autre et cheminer avec l'autre. Pour Miano, cette occidentalité qui a été imposée à un moment de l'histoire, précisément à la fin du XVe siècle, c'est quelque chose qui a été acquise et qui peut se guérir. Donc là est l'espoir de ce projet politique qu'elle confie au concept d'afropéanité. Mais évidemment, on peut énumérer toute une série d'objections, de critiques qui sont adressées à cette vision-là. L'afropéanité devient donc, dans ce sens, une sorte de fenêtre ou de vision, non seulement de soi, mais aussi du monde et de l'humanité. On peut donc avoir toute une série d'objections, de critiques à cette vision-là. La première critique qui a été formulée, c'est à propos du terme même afropéen, tel qu'il nous a été donné par David Bill, quand il a enjoué à ce terme le fait que l'Europe a été colonisée par les anciens colonisés. On remarque ici une profonde méconnaissance de l'histoire et de la réalité de maintenant. Donc, dès ses origines, le terme comporte une méconnaissance complexe de cette réalité que traverse l'Afropéen et que l'Afropéen aimerait incarner positivement. Cette méconnaissance ignore les structures et les rapports de domination
en faveur de l'Europe jusqu'à aujourd'hui et au détriment du continent d'où viennent ces Afropéens. C'est donc une objection au niveau même du concept de ses origines. Au niveau du projet aussi, il y a toute une série d'objections dont la plus fréquente, c'est que c'est une utopie. C'est une utopie de manière double. D'un côté, le terme ne peut pas rendre compte de tout ce qui se vit et se passe au niveau de ceux qu'elle a définis comme afro-descendants ou descendants des sahariens. Il y a une telle diversité qu'un mot ne peut pas tout dire. Et le deuxième aspect de cette utopie, c'est que pour faire bouger les choses, il faudrait plus que le groupe concerné. Or, même si l'idée ou le mot qui a donné naissance à ce concept est venu d'un homme européen, puisqu'il est anglais et qu'il a été naturalisé américain, mais il reste un homme européen, occidental. Or, dans le combat du groupe afropéen, il y a peu de présence et peu d'Européens de souche qui s'enjoignent à son mouvement. Une autre objection qu'on donne, c'est qu'il y a risque de créer des doctrines et de les ethniser. Et donc, le projet est un projet délicat. Et ceci peut se démontrer clairement quand on essaie effectivement de décliner ou de déplier les éléments de la condition afropéenne. On est parfois un peu embêté de voir la difficulté de tout systématiser, de tout catégoriser, c'est tellement divers. Malgré tout, je vais essayer de donner quelques éléments de cette condition afropéenne. OK, merci. Donc, nommer la condition afropéenne. Quels sont les éléments de cette condition? Ici, j'ai souvent l'habitude de ne pas me faire confiance, mais plutôt d'écouter les concernés. Vous l'aurez compris, vous l'avez remarqué, je ne suis pas afropéenne. Je me suis dit que le mieux, c'est d'écouter les Afropéens eux-mêmes, qui nomment leurs conditions. Je vais vous lire deux de ces nominations. Il y a un qui me vient des réseaux sociaux, les deux plutôt me viennent des réseaux sociaux. Le réseau Sous-Culture, je crois qu'il est d'origine française, si je ne m'abuse, ou belge, Sous-Culture. Un certain Zil. La nuit, c'est que je n'ai pas pu trouver plus d'informations sur le personnage. Mais sur YouTube, il s'exprime clairement. Et Zil nous dit, je trouve vraiment que la religion a rendu les Africains très bêtes. Aujourd'hui, on a des musées en Europe. Ces musées sont remplis de mémoires des familles africaines et ces mémoires, je crois bien dans la puissance de ces choses parce que ce sont plusieurs générations qui ont donné leur intention
envers ces choses. En gros, les gens se sont rendus impuissants à cause de la religion. Ce qu'on appelle Dieu, c'est la totalité de tout ce qui existe. Et il se définit comme Homo sapiens spirituel. Ici, vous aurez compris que sa critique, elle concerne la religion chrétienne qui a été transmise au continent qu'on appelle Afrique. Et dans ces mots, dans ces phrases qui ne sont pas qui sont spontanées, on peut comprendre beaucoup de choses qui nous aident à nommer cette condition. Qu'est-ce que Zil nous donne comme condition de l'Afropéen? C'est une généalogie rompue. C'est une mémoire cassée. Et si on part de ce que nous dit Michel de Certeau, qui avertit que toute institution, y compris sociale et scientifique, vit d'un faire-croire qui permet un faire-faire, on peut comprendre que l'Afropéen, tel que défini en tout cas ici, n'a pas de modèle pour faire ses choix, vu que la culture de sa socialisation ne le reconnaît pas et qu'il n'a plus accès à la culture de ses ancêtres, d'où il vient. Il ne dispose que de deux ressources pour le moins incertaines. Les traditions fortes censées venues du continent et les traditions de sa socialisation européenne qui sont très souvent en conflit. On voit que dans ce qu'il dit, ce conflit, cette nostalgie, cette rupture articule bien ce qu'il exprime. Le deuxième Afropéen qui s'exprime ici, c'est un certain Camber Addy. Il est né à Londres et il est d'origine ghanéenne. Ses parents, en tout cas, sont d'origine ghanéenne. Et il dit ceci: le type de travail que nous faisons en tant que Noirs, c'est comme si vous sentiez la pression de vos ancêtres autour de vous, un contact physique, et dit a physical touch. C'est comme si vous aviez quelque chose en vous et que vous deviez le faire naître. Ici, la condition qui est indiquée est également claire, mais d'une telle profondeur qu'il m'est difficile de l'exprimer. L'Afropéen apparaît ici pour moi comme porteur conscient ou inconscient, actif ou passif, d'un legs multiface et qu'il doit le transmettre. On perçoit dans ces paroles le besoin de transmettre. Il doit le transmettre alors qu'il est minorisé au sein de la culture européenne qui ne le reconnaît pas. Il est en quête d'un espace où accoucher dont il est porteur. Son interaction avec la circulation intergénérationnelle et interculturelle des repères identitaires et de l'agir est unique. Il doit créer, il doit inventer. Vous aurez compris où se trouve justement la potentialité inédite, la possibilité de dépassement et d'élargissement qui est inscrite dans la condition afropéenne. Malgré qu'il est happé par les traditions matrices de divers fondements qui sont
prétendu inaliénable et qu'il évolue dans un monde également pressenti comme irréductible, pourtant mouvant, il doit mouvoir avec son monde sans renier ni l'un ni l'autre de ses legs, de ses traditions fondatrices. Telle est aussi la condition afropéenne. Mais à côté de ces conditions qu'on peut dire psychologiques ou peut-être spirituelles, il y a aussi des conditions sociales, économiques, politiques qui dépendent des localités où se trouvent ces Afropéens. Et si on considère toutes ces dimensions, on peut identifier les forces et les faiblesses systémiques d'une telle communauté. Déjà, Miano avait précisé qu'il s'agit de personnes issues d'un groupe marqué par un déficit de représentativité. La recherche de l'espace de visibilisation est aussi la recherche de l'espace de représentation, ce qui est un élément essentiel pour exister. Mais on peut également interroger la condition, ça c'est le dernier, mais c'est le plus difficile et le plus délicat. On peut aussi déplier la condition de sa socialisation. Dans quelles conditions l'Afropéen, qui est défini justement par cet espace invisible européen, où il se socialise, quelles sont les conditions dans lesquelles il va construire son identité? On peut énumérer toute une série de choses qui indiquent que la socialisation même qu'ils ont eue sur le continent est problématique. Voilà un peu de mots, quelques aspects de cette condition afropéenne que je peux partager. Janine, nous sommes arrivés maintenant à une certaine heure. OK. Il y a beaucoup à dire encore, de voir, mais on va prendre encore 5 minutes et laisser le temps à l'auditoire de réagir. OK, 5 minutes, merci. Oui. OK. Ça, c'est me mettre la pression, j'en ai l'habitude. Pas du tout, pas du tout. Mais peut-être qu'on pourrait interroger, Oui, c'est ça. comment cela peut interroger les communautés chrétiennes, par exemple. OK. Donc, comme le temps est court, je vais passer à la deuxième partie que j'ai annoncée, c'est-à-dire comment s'insère l'Afropéen dans les communautés chrétiennes. Mais ici, malgré le temps qui presse, permettez-moi de dire que le christianisme européen lui-même est un problème. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire sur ce christianisme européen. Je vais dire un constat très simple, c'est que la communauté ou le christianisme sur le continent européen, il est marqué par toute une série de phénomènes assez plus ou moins nouveaux, mais inquiétants ou intéressants, ça dépend du point de vue. On remarque un effritement progressif du christianisme historique dans l'espace occidental. On a une montée de l'implantation des nouveaux modèles de communauté et de recrutement qui aboutissent à des méga-églises, des réseaux internationaux, d'assemblées aux dénominations très souvent programmatives. On assiste
à de nouvelles manières d'évangéliser via les réseaux sociaux, etc. Et tout ceci avec une exploitation de l'écriture indifférente, méfiante ou même défiant des études bibliques traditionnelles et critiques. On observe aussi une émergence d'autres marchés de biens symboliques puisés à la fois dans le réservoir du religieux chrétien, dans le réservoir du religieux oriental, amérindien et scientifique. Donc, c'est dans tout cette difficulté du christianisme européen que j'aimerais placer l'afropéen et l'afropéenne. Comment l'afropéen et l'afropéenne s'insèrent-elles dans ces communautés? Pour faire court, ce qui se passe dans les communautés chrétiennes traditionnelles, ici je vais dire catholiques et le protestantisme traditionnel, est différent de ce qui se passe dans les communautés qu'on appelle globalement évangéliques ou de tendance pentecôtiste. Dans le premier cas, il s'agit de jeunes qui accompagnent leurs parents qui sont chrétiens croyants pratiquants. Ils vont à l'église, ils suivent le catéchisme à l'âge de 12 et 13 ans. Certains se font baptiser et d'autres disparaissent. Et on ne les voit presque plus. J'ai fait ma petite enquête auprès de pas mal de pasteurs. Presque tous, ils m'ont dit qu'une fois qu'ils sont partis, on ne les suit pas, on ne sait même pas ce qu'ils deviennent. On demande aux parents où sont-ils et les parents disent « Oh, il est comme ça, comme ça ». Et pas mal de questions peuvent se poser. Que deviennent ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils ont appris de ce parcours dans les communautés chrétiennes? Est-ce que ce qu'ils ont appris va les aider dans des nouveaux modes d'être dans la société? Ou est-ce qu'ils vont tout rejeter? Ou est-ce qu'ils ont été dans la communauté sans adhésion? Que se passe-t-il réellement? La question, elle est plutôt ouverte. Ces communautés chrétiennes, protestantes et traditionnelles, je m'excuse du terme, s'en foutent de ce qu'ils deviennent. Sinon, on aurait quelques informations et il n'y en a pas. Et j'ai regardé même au niveau académique, est-ce qu'il y a des socialistes qui ont ciblé la question, qui ont essayé de voir qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas trouvé, mais si vous voyez quelques études, je serais vraiment intéressée à voir ça. Du côté des communautés qu'on dirait évangéliques, là, j'ai eu plusieurs études, mais j'en ai choisi deux. Il y en a une de Maïté Maskens de l'Université libre de Bruxelles, et son titre dit beaucoup. C'est Dieu qui nous a voulu ici. Dans tout son article, Madame Maskens note en bas de page que parmi les membres de ces communautés, il y a des Belges noirs non immigrés qu'on assimile souvent aux immigrants, mais à tort, et ça s'arrête là. Donc, elle s'intéresse au discours des pasteurs qu'elle les considère comme programmatique, politique, un discours qui inverse le mouvement de l'évangélisation du continent. Et maintenant, eux aussi sont venus pour évangéliser l'autre continent. Et c'est la question qui l'intéresse. La question des Afropéens, c'est pas son souci. Donc, on voit le focus
des questionnements sur les mouvements religieux. Deuxième étude, elle est faite par Millet Moiti. Et le titre est Le protestantisme évangélique en mouvement. Elle s'intéresse à ce qu'elle appelle les théologies de la prospérité, où son grand problème, elle aussi, comme Maskens, elle parle des Afropéens en bas de page, une note. Sinon, elle s'intéresse au fait que le discours de ces théologies de la prospérité, qu'on a toujours décrit comme négatif, n'est pas si négatif que cela, puisqu'il met en avant la, 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 la valorisation de soi et que c'est un enseignement inverse de ce qui a été donné, qui dévalorise. Et donc, elle aussi, elle pointe du doigt le côté, je dirais, politique, elle le dit aussi, politique de cet enseignement, mais qui est valorisant. Et ces églises-là, qui sont des méga church, on rencontre des personnes qui ne sont pas dans la précarité économique comme d'habitude. Donc ça pourrait, ça vaut la peine d'être mise en avant. Qu'est-ce que je termine en disant plutôt, il y a beaucoup de choses, comme le dit Jean-Pierre, que j'aurais aimé détailler, mais je termine par un retour sur un homme qui m'a un peu influencé, et pourtant je l'ai rencontré pendant quelques heures, 2 ou 3, ici à Paris. Jacques Poillier, c'est un ancien dominicain, il est déjà mort. Et je l'ai rencontré quand je commençais ma thèse. À l'époque, on faisait des diplômes de préparation à faire une thèse. Donc, j'avais choisi de présenter sa pensée autour d'un livre qu'il a écrit à cette époque, Quand je dis Dieu. Et c'était un livre tellement provoquant que ça m'intéressait d'avoir plus d'informations sur sa pensée. J'ai eu son téléphone, il a accepté de me rencontrer. Et cet homme, il m'a laissé une idée que j'ai essayé de suivre timidement, mais j'ai quand même essayé. C'est faire de la théologie à la première personne. Ne pas toujours se cacher derrière les pensées des autres, comme c'est le cas dans le monde académique. Et j'aimerais ici dire, je l'ai aimé, ou peut-être ça serait intéressant, si les communautés chrétiennes, qu'elles soient traditionnelles ou des nouvelles mouvances, pouvaient laisser l'Afropéen s'exprimer à partir de ses propres entrailles. Peut-être que ça pourrait transformer le christianisme européen. Je vous remercie.